dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest était un continent, en fait, était un sous-continent très dynamique, avec des opportunités énergétiques minières importantes, avec une jeunesse dynamique et ouverte au monde. Comme le Mali avait une frustration énorme concernant la question de Kidal, son traitement par la France et les Nations Unies, le nouveau partenaire, donc la Russie, s'est engagé justement à reconquérir cette ville. Ça veut dire que sur le plan économique, le fait que le Mali, le Burkina, le Niger aient créé leur confédération, ça n'a pas un impact économique négatif. Bienvenue à On the Ground Geopolitics and Business. Welcome to On the Ground Geopolitics and Business. Je m'appelle Thomas Schiller. Et moi, Georg Dufner. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast en français. Donc, nous vous devons, chères auditrices et auditeurs, un peu d'informations à propos de nous et de notre projet. Ce podcast explore les enjeux géopolitiques et économiques et nous tenterons d'analyser en détail les développements spécifiques et les replaçons dans un contexte international plus large. Notre attention se porte principalement sur l'Afrique et l'Amérique latine, mais pas exclusivement. Et nous abordons ces sujets avec des invités passionnants, comme aujourd'hui, forts d'une vaste expérience, tant au niveau local qu'international. Et nous communiquons avec nos invités dans la langue de leur choix. Donc, aujourd'hui, c'est le français. À ce jour, 7 épisodes sont disponibles avec des invités variés et en 3 langues. On a déjà des podcasts en allemand, en anglais et en espagnol. Notre mission, c'est donc de créer un podcast qui traite des problématiques mondiales et soit le plus international possible. Ce projet de podcast ne fait que commencer, donc s'il vous plaît, donnez-nous aussi un petit peu de temps encore pour améliorer tout. Mais chaque jour, déjà, on fera mieux. Très bien. Quelques mots sur nous, vos animateurs et modérateurs. Mon partenaire est Thomas Schiller. Nous possédons tous deux une vaste expérience internationale, principalement en politique, au sein des diverses organisations telles que des fondations et des think tanks allemands, mais aussi dans le secteur privé. Thomas est principalement responsable de notre focus sur l'Afrique. Il y a travaillé pendant de nombreuses années dans différents pays de la région. Et Georg Dufner, toi, tu es notre expert de l'Amérique latine et toi aussi, tu as travaillé sur le terrain pendant de nombreuses années. Georg est historien de formation et est un spécialiste en communication. Il a travaillé notamment dans le secteur privé et dans la politique, on peut dire. Et ensemble, nous avons créé, il y a plus de 3 ans, un réseau de consultants indépendants qui est spécialisé en effet sur l'Afrique et l'Amérique latine, ainsi que sur l'Europe. Et nous aidons d'organisations et entreprises à réaliser leurs projets. Et grâce à notre réseau, on peut offrir une vaste gamme de conseils et d'appuis concrets. Et c'est pour ça, au début de cette année, nous avons décidé de donner la parole à notre réseau à travers ce podcast, dans un monde de plus en plus complexe, et de vous offrir, chers auditeurs, des analyses que vous n'entendez pas habituellement. Et on pourrait dire, Thomas, Oui. on pourrait dire que le réseau s'appelle Emerging Markets Advisors. Très bien, Georg. J'ai presque oublié ça. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de discuter avec notre invité Brima Ili-Diko. Ili et moi, nous nous connaissons depuis presque 10 ans. Comme moi, j'ai travaillé aussi à Bamako, au Mali. Et nous nous tutoyons. J'espère que, Eli, tu es d'accord qu'on se tutoie aujourd'hui? Absolument, ou, absolument. Absolument, Oui. merci beaucoup. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Et voilà, bienvenue, Eli, bienvenue. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Merci de l'invitation. Et permettez-moi de vous présenter brièvement notre invité. Brima Ili-Diko est sociologue et universitaire à Bamako. Il est professeur à l'université de Bamako. Il est
vraiment difficile de citer tous les projets sur lesquels tu travailles ou tu as déjà travaillé, Élie, c'est immense. Entre autres, tu as travaillé pour des organisations internationales, mais aussi tu es très souvent sollicité pour commenter les actualités au Mali, au Sahel et en Afrique de l'Ouest en général. Et tu participes assez souvent même à des rencontres en Europe et dans d'autres coins du monde. Donc, je crois que tu es vraiment un des experts plus en vue en ce qui concerne les développements de la société et des questions aussi liées à l'extrémisme violent au Sahel. C'est bien ça, Elia, ou tu veux ajouter encore quelque chose? Non, je pense que l'essentiel a été dit. Simplement que c'est vrai que je Oui. suis universitaire depuis 16 ans au moins, parce que j'ai commencé à enseigner à l'université en 2010. Et puis, j'ai eu la chance d'être chef de l'unité d'enquête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. Ah oui, 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 Donc, je me souviens, oui. nous avons documenté les graves violations des droits de l'homme de 1960 à 2019 au Mali. Et j'ai aussi la chance de travailler comme conseiller spécial au cabinet du Premier ministre par le passé. Et je m'occupais notamment du retour de l'État dans la région du centre du Mali, donc Ségou et Mopti. Et je m'occupais donc des questions de migration, déplacés internes, réfugiés, esclavage par ascendance. Et donc, pour finir, j'ai aussi travaillé dans les différentes commissions nationales du dialogue intermalien, la rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Et aussi, je faisais partie des 25 experts qui ont rédigé l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République du Mali. Impressionnant, Élie, Mmh. impressionnant. Très impressionnant, merci. Comme on avait dit, il s'agit de notre 8e épisode et du premier en français. Nous sommes ravis d'accueillir un invité aussi prestigieux que toi, Elie. Nous enregistrons cet épisode le 28 juillet 2026. Merci beaucoup, Georg. Et comme ça, on peut passer déjà à notre premier thème d'aujourd'hui, parce que, Élie, tu as mentionné toute ton expertise et ton expérience au Mali même. On commence donc peut-être avec le Mali. Tu es à Bamako actuellement, la capitale malienne. Tout à fait. Et Je suis à Bamako. très bien. Et comme tu le sais, malheureusement, le Mali fait souvent, si on peut dire, la une de l'actualité, même internationale, depuis longtemps, en raison de nombreuses crises, hein, les attentats terroristes, le séparatisme, les coups d'État. Mais aussi, il faut tenir en compte que, je crois, beaucoup de gens à l'extérieur du Mali ont encore l'idée aussi du Mali avec son rayonnement culturel, sa musique. Beaucoup de gens connaissent ça, mais aussi, par exemple, je me rappelle encore que bien avant les crises, il y avait un facteur touristique, donc il y avait un important nombre de touristes au Mali, par exemple à Tombouctou, etc. Donc, selon toi, quelles sont les causes profondes de la crise qui perdure au Mali depuis presque 20 ans maintenant? Quelles sont vraiment les raisons de ces crises multiples dont on parle si souvent? Merci bien Thomas pour l'invitation. En fait, la situation au Mali est assez complexe. Et d'ailleurs, les Maliens souvent disent que si on vous explique la crise malienne et que après vous dites que vous avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. Bon, c'est en Tu fait as raison. une sorte de boutade que les Maliens disent pour expliquer la complexité des crises au Mali. Parce que quand on parle de la crise au Mali, en fait, la crise, elle est multidimensionnelle. Elle est Oui, une crise politique, une crise institutionnelle, une crise humanitaire, une crise sécuritaire, etc., etc. Si assez souvent on associe la crise au coup d'État, au séparatisme, ce que certains vont appeler rébellion, si on associe la crise au terrorisme, oui. il faut savoir que ces aspects ne sont en réalité que les symptômes de la crise au Mali. C'est-à-dire que on peut citer 4 aspects importants que après je vais essayer de résumer en 2 grandes catégories. Le premier aspect qu'on peut considérer comme étant la cause profonde de la crise au Mali, c'est un peu le retrait de l'État et le vide institutionnel. La seconde cause qu'on peut évoquer, c'est la crise de légitimité du modèle démocratique
post-1992. La troisième cause profonde qu'on peut citer, c'est un peu la rupture du pacte social et intergénérationnel. La quatrième cause, et je vais m'arrêter sur ce point-là, c'est un peu la recomposition des conflits communautaires. Je souhaite rapidement évoquer un point, quelque chose sur chacun de ces points pour revenir en fait aux catégories Oui, englobantes. je voulais justement te poser là la question déjà parce que tu dis la rupture du contrat intercommunautaire et intergénérationnel. Est-ce que Mhm. tu peux, par exemple, expliquer ça un petit peu parce que peut-être avec des exemples aussi concrets pour que les auditeurs comprennent pourquoi c'est Oui, tellement important. oui, absolument. C'est-à-dire que le Mali actuellement compte à peu près 23 millions d'habitants. Les 23 millions d'habitants, 47% ont moins de 15 ans, 65% ont moins de 25 ans et 75% ont moins de 35 ans. Ça Hmm. veut dire que c'est une population extrêmement jeune et le taux de natalité par femme, c'est à peu près 5,6 enfants par femme. Donc, le pays est considéré comme étant un PPTE, pays pauvre très endetté. Donc, quand vous regardez le classement, c'est dans pratiquement les 5-6 derniers pays selon le classement du PNUD et les autres institutions internationales. Donc, il y a des problèmes d'accès aux services sociaux de base, santé, éducation, nourriture, sécurité. Et le taux de chômage aux jeunes est très élevé. Selon la Banque mondiale, il y a chaque année 200 000 à 300 000 jeunes maliens qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, dans un pays pauvre où il y a très peu d'offres pour l'emploi, le chômage des jeunes devient un fléau très Hmm. important. Et donc, il y a aussi un déficit donc, de perspectives. Certains vont dire manque de perspectives pour les jeunes. Donc, si c'est le cas, les jeunes n'ont pas de perspectives, les parents n'ont pas les moyens de les prendre en charge, l'école n'arrive plus à les donner des perspectives d'emploi. On peut avoir un master et puis ou même un doctorat rester à la maison. Et donc, il y a des alternatives qui vont s'offrir. Une des alternatives, c'est prendre la valise, aller à migration. L'autre alternative, c'est, comme on est frustré, c'est aller vers les groupes terroristes qui peuvent donner un peu d'argent par mois, ou bien aller dans la contrebande, tout ce qui est trafic voilà, des stupéfiants, ça peut être le tramadol, le cannabis et autres formes de drogue. Ou bien on reste à la maison, donc devant la maison, on passe la journée à prendre le thé. Et donc, on s'assoit à l'ombre. Et lorsque la direction de l'ombre change, ben, on prend sa chaise, on tourne, on passe la journée à tourner. Et donc, cela fait que finalement, il y a une frustration au sein de la jeunesse qui n'arrive plus à faire confiance ni aux autorités, ni aux parents, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas suffisamment de ressources pour faire face aux besoins des jeunes. Donc, c'est ça vraiment, cette rupture intergénérationnelle, donc rupture de sorte de pacte social, parce que l'État est garant du bien-être collectif et individuel. Lorsque l'État se manifeste par son absence dans les localités, parce qu'il y a aussi des disparités entre, par exemple, Bamako, qui est la capitale, et le Oui. reste du Mali. C'est que tous les services sont concentrés à Bamako, qui est la capitale nationale, mais plus vous vous éloignez de Bamako, plus vous voyez la misère, plus vous voyez le désespoir, moins vous avez accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, aux opportunités. Et donc, cela crée des situations de frustration à la fois auprès de la jeunesse qui est majoritaire à partir des statistiques que j'ai données, mais aussi auprès d'autres catégories qui sont des adultes. Voilà, donc ça crée un manque de perspective. Et on sait qu'au Mali, l'économie repose sur le secteur primaire, ça veut dire agriculture, élevage, pêche. Et malheureusement, il y a aussi une pression très forte, très croissante autour des ressources naturelles. Donc, tout ce qui est eau, Hmm. fourrage pour les animaux, accès à la terre pour la culture, le poisson se raréfie. Donc, cela va créer une compétition des groupes sociaux professionnels, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants de bois, autour des ressources qui s'amenuisent. Et Et donc, ça, cela conduit aussi à des conflits ouais. communautaires. Oui, peut-être pour préciser là, donc ce dont tu parles, c'est quasiment euh, aussi peut-être pour donner une image. Avant, il y avait les villages et chaque village avait assez de terre autour du village pour l'agriculture, pour la pêche, comme tu as dit, ou Mhm. Pour l'élevage, pour oui.
voilà, pour les moutons, etc. Et maintenant, les villages s'accroissent. Donc, en fait, il y a de plus en fait, les terres exploitables sont sollicitées par beaucoup plus de gens, etc. C'est ça, ce phénomène qui mène aussi à des crises intercommunautaires, comme Oui, tu as dit, non? absolument. Le fait que l'économie repose sur le secteur primaire, donc il y a Mmh. une coexistence d'activités. Activités agricoles, activités pastorales et activités halieutiques, donc la culture, enfin la recherche de poissons. Avant, il y avait une complémentarité des économies, c'est-à-dire que les agriculteurs étaient des catégories professionnelles très précises, les éleveurs aussi étaient d'autres catégories, notamment les peuls, Exactement. Mmh. et les pêcheurs étaient les bozos et les somonos. Donc, il y avait une répartition un peu ethnique entre les groupes socio-professionnels. Ce qui va se passer, il va y avoir des mutations. Comme la population humaine augmente, j'ai parlé du taux de natalité entre 5,6 enfants par femme, la population, donc au niveau des villages et de la ville, va augmenter. L'augmentation de la population va nécessiter la recherche de nouvelles terres de culture. Et ces nouvelles terres de culture, souvent, vont empiéter sur les couloirs de passage des animaux. Et aussi, il faut dire que la population animale aussi a augmenté. Elle va Mmh. continuer à augmenter, d'autant plus que quand vous prenez la communauté Peul, par exemple, elle est très attachée à la vache. Donc, elle n'a pas de compte bancaire et elle préfère ce qu'on appelle l'élevage de prestige. Plus vous avez des vaches, des moutons et des chèvres, mieux vous êtes considéré socialement. Et donc, lorsque la population humaine augmente et qu'au même moment, la population animale augmente, cela va créer des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce que les couloirs de passage des animaux vont être utilisés aussi par les agriculteurs pour faire l'agriculture. Donc, cela va conduire à des dégâts des champs et que les mécanismes traditionnels vont essayer de gérer à travers donc l'arbre à parables, les discussions, donc les compensations symboliques, etc. Mais il y a l'autre aspect. L'autre aspect, c'est un peu le phénomène un peu d'accaparement des terres. C'est-à-dire que la bourgeoisie, par exemple, à Bamako, de plus en plus aussi investit dans la terre et investit aussi dans le bétail. Donc, il y a aussi des aménagements hydro-agricoles qui sont réalisés donc avec les micro-barrages, les grands barrages. Et quand on fait ces aménagements hydro-agricoles, il y a une sorte de dépossession des terres de certains agriculteurs. Ces agriculteurs donc se retrouvent sans terre et deviennent dans certains cas des ouvriers pour les étrangers ou des grands industriels maliens qui ont acheté leurs terres. Et d'autres, finalement, vont convertir leur capital, ils vont acheter par exemple le bétail. Et donc, eux, ils deviennent des éleveurs alors qu'avant, ils étaient que agriculteurs. Et Mmh. certains éleveurs aussi se disent que la famille s'est agrandie, il faudrait aussi se sédentariser. Donc, certains aussi sont devenus éleveurs et agriculteurs. Donc, les agriculteurs sont devenus agriculteurs et éleveurs. Les éleveurs sont devenus aussi éleveurs et agriculteurs. Donc, la complémentarité qui consistait pour l'éleveur à amener ses vaches après les récoltes, donc en octobre, novembre, dans les champs des agriculteurs, n'est plus possible parce que l'agriculteur lui-même a ses propres vaches. Donc, il va Mmh. refuser que l'éleveur de l'autre village amène ses vaches sur son champ. Bon, Et et d'ailleurs, désolé pour t'interrompre, oui, simplement parce que ça me vient à l'esprit là, parce que notre podcast s'occupe aussi, et bien sûr, principalement, de ce lien entre politique et business et les affaires. Donc, parce que tu as parlé des investisseurs, qu'ils soient maliens ou étranger, qu'ils ouais. soient étrangers. Donc, en fait, on parle souvent, pas seulement à propos du Mali, mais un peu partout sur le continent africain, qu'il faut plus d'investissement dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, etc. Et ce que tu décris là, en fait, ce sont des problèmes réels, Tout des à fait. problèmes sociaux réels auxquels sont confrontés des potentiels investisseurs qui ont en tête peut-être d'améliorer la production agricole dans telle ou telle région, mais ils vont être confrontés à ce genre de problèmes sociaux et de ce genre de réalité sociale, si tu veux. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Ben, ce sont des réalités qui sont là et lorsque les gens arrivent, ben, ils investissent dans des milieux qui sont déjà occupés par d'autres acteurs Oui. qui, eux, n'ont pas les moyens de mettre en valeur comme il faut la terre
ni les ressources en eau, ni le bois, etc. Donc, cela nécessite en fait une vraie concertation avec ce qu'on appelle les collectivités territoriales, donc les maires, les conseils régionaux, les conseils communaux, parce que dans ces conseils régionaux, il y a ce qu'on appelle le PDCEC, le plan de développement social, économique et culturel, et il y a aussi les priorités de la région qui sont dégagées, les secteurs prioritaires d'investissement qui sont connus par région, et donc on sait où est-ce qu'on peut investir, quels sont les problèmes dans chaque région. Donc il y a déjà un travail que les collectivités territoriales en fait ont mené. Donc si vous arrivez par exemple à Tombouctou, les gens de Tombouctou vont vous dire ok, il y a les possibilités dans le tourisme, il y a les possibilités dans la riziculture. Donc dans chaque région comme ça, les besoins sont identifiés et les zones où on peut les réaliser aussi sont identifiées. Bien entendu, bon, il faut toujours faire ce qu'on appelle une étude du milieu Oui, pour pouvoir connaître les dynamiques actuelles parce que à côté de l'État, à côté des collectivités territoriales, vous avez aussi souvent les groupes terroristes dans certaines régions. Donc, il y a plusieurs acteurs maintenant qui occupent l'espace. Il faudrait donc connaître les dynamiques. Les réalités ne sont pas les mêmes si on est à Tombouctou, si on est à Gao, si on est à Kidal, ou si, par exemple, on est dans le sud du Mali, dans la région de Sikasso, où les problèmes se présentent différemment. ok. Elie, merci beaucoup. Euh, euh, si tu permets, on peut utiliser cet exemple que tu viens de citer là, la différence ou les différences à l'intérieur du Mali pour élargir peut-être un petit peu la perspective. Donc, parce que de manière générale, beaucoup de pays en l'Afrique de l'Ouest sont confrontés à de nombreux défis, et donc pas seulement le Mali ou la région du Sahel. Et parce que tu as mentionné on a parlé des crises multidimensionnelles au Mali, mais peut-être aussi un regard donc sur l'Afrique de l'Ouest en général, mais avec une approche peut-être un petit peu plus positive. Donc, quelles selon toi sont les opportunités et les perspectives que tu vois, pas seulement économiques, mais aussi sociales peut-être, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Tu peux bien sûr aussi citer toujours avoir ton focus sur le Mali, mais il y a des problèmes, mais aussi des opportunités similaires un petit peu dans presque tous les pays de la sous-région. Donc, quelles selon toi sont peut-être les opportunités et les perspectives dans la région de l'Afrique de l'Ouest? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai parlé des crises au Mali, donc ça peut faire Oui. peur, mais bon, c'est quand même une description de la réalité. Mais Oui, bien sûr. la réalité, elle n'est pas figée, elle est mouvante. Il y a énormément d'opportunités. La première opportunité, c'est, de mon point de vue, la jeunesse de la population ouest-africaine. Parce que Mmh. la structure de la population que j'ai donnée au Mali, c'est la même chose au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Dans tous ces pays en fait, d'Afrique de l'Ouest, même si vous remontez jusqu'au Nigeria, vous allez voir que la population jeune, elle est majoritaire. Et cette population jeune, donc, a besoin d'une opportunité pour celui qui veut investir, parce qu'elle a besoin déjà, c'est un marché de consommation pour ceux qui investissent, mais c'est aussi, on peut investir dans le domaine de la santé, parce que vous voyez, la plupart des personnes, quand elles sont malades, préfèrent aller dans les pays du Maghreb ou dans les pays européens pour ceux qui ont plus de moyens pour se soigner. Ça veut dire qu'il y a d'énormes besoins en termes d'investissement dans les infrastructures sanitaires. Donc, on appelle des cliniques privées, des trucs de santé. Dans le domaine de la santé, il y a énormément de choses. Pareil pour la formation. La formation dans les Mmh. domaines porteurs aujourd'hui. La population étant jeune, elle est très ouverte, très intéressée par tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, que ce soit la nanotechnologie, la robotique, donc tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, les jeunes sont très accros en fait au numérique aussi, de façon générale. Donc, pour moi, c'est un secteur important. En dehors de ça, bien entendu, tous nos pays regorgent d'énormes ressources. Par Oui. exemple, pour le cas du Mali, le Mali va être pratiquement le premier pays exportateur de lithium en Afrique, parce Mmh. que avec la zone de Bougouni, déjà, on est pratiquement à 2 mines de lithium, mais il y a d'autres réserves de lithium qui n'ont pas encore été exploitées.
L'Afrique de l'Ouest aussi, c'est le cœur de l'or. Parce que après l'Afrique du Sud, le Ghana est le deuxième pays producteur d'or, le Mali est le troisième producteur d'or. Donc, il y a des potentialités énormes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises font de la prospection là-bas. Le Burkina aussi est en pole position. Quand vous prenez, par exemple, les pays côtiers, il y a un dynamisme important au niveau par exemple, une stabilité, on a vu au Sénégal et au Bénin, avec des opportunités importantes au niveau du port. Donc, on peut faire plus d'infrastructures logistiques, dynamiser, moderniser cela. Et ensuite, tout ce qui est téléphonie mobile, de mon point de vue, va se développer. Un aspect auquel je pense aussi, c'est un peu le mobile banking. Le mobile banking, parce que vous savez, les populations, le taux d'alphabétisation étant relativement modeste dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même si les chiffres varient selon les pays, beaucoup de personnes préfèrent le mobile banking qu'aux banques classiques. Donc, ça veut dire que des dispositifs comme ça qui s'intéressent au mobile banking peuvent avoir beaucoup de clients et ça permet donc de sortir de l'économie informelle. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest notamment, 66% au moins vivent des secteurs informels. Donc, Oui, il y a ça c'est aussi un grand problème pour les États parfois parce que tout ça, à bien fait. sûr, ça limite un petit peu les ressources, les recettes dont disposent les États parce que si la grande majorité de Mhm, l'activité économique se passe dans le secteur informel, c'est mhm. par Oui, l'État. définition, Non, on est. ça produit pas des recettes. Oui, ça ne produit pas des recettes, mais par exemple, si vous prenez le cas du Mali, du Burkina et du Niger aujourd'hui qui vivent des situations un Hmm, peu difficiles, il y a eu des réformes pour pouvoir justement formaliser ce secteur hmm. informel, donc pour pouvoir faire en sorte que ce secteur informel puisse se formaliser et générer plus de fiscalité. Donc, ça veut Hmm. dire que la crise aussi a du bon côté parce que ça oblige les États à s'intéresser à des secteurs qui n'étaient pas forcément euh, très prise en compte par les autorités lorsque tout allait bien. Donc, ça permet de formaliser un peu cela. Je Hmm. pense que, en dehors de ça, bien entendu, la question donc de la formation est un élément important. Mais l'autre élément, c'est l'hydrogène. Par exemple, prenez le cas du Mali avec l'opérateur Aliou Boubacar Diallo. Il avait découvert à peu près à 66 km de Bamako un vaste jugement d'hydrogène qui est pur à 97%. Et ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène dans beaucoup de pays, même européens ou Amérique latine, où c'est à 50%, 60%. Au Mali, on a quand même un hydrogène pur à 97%. Et puis des potentialités continuent comme ça jusqu'à la frontière mauritanienne, sans compter le gaz, qui aussi, il y a beaucoup de gisements de gaz. Et quand vous prenez le pétrole au Mali, c'est pratiquement 22 gisements de pétrole qui sont identifiés, dont le bassin le plus important est Taoudéni, donc à la frontière entre l'Algérie et la Mauritanie. Donc c'est pour dire qu'en réalité, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest est un continent, en fait, est un sous-continent très dynamique, avec des opportunités énergétiques minières importantes, avec une jeunesse Hmm. dynamique et ouverte au monde. Et qui est très accro donc à tout ce qui est technologie. Et donc, c'est autant de secteurs où finalement tout reste à faire dans tous les domaines. Et le dernier peut-être élément, c'est la connectivité des infrastructures en termes, par exemple, si vous prenez le rail, il y a beaucoup d'opportunités, par exemple, à redynamiser le transport euh, Ferroviaire. ferroviaire entre, par exemple, le En- Sénégal et le hmm, Mali, parce que le hmm. rail, déjà, il veut juste le Sénégal à faire des efforts en raison de sa stabilité, mais au Mali, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les années à venir, il y a cette opportunité-là. Et donc, il y a besoin de connecter les ports aux pays Hmm. enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina, Hmm. qui sont des grands pays importateurs donc, de produits qui viennent des pays côtiers. Hem, pour moi, honnêtement, dans le domaine des transports, même aériens, il y a des opportunités, quoi, parce que les populations veulent de plus en plus bouger, entre les régions, à l'intérieur même du pays. Donc il y a quelques opérateurs privés comme au Mali avec Sky Mali, et Hmm. d'autres qui ont essayé de faire cela en fonction des maigres moyens qu'ils ont. Donc ce sont des secteurs dans lesquels la concurrence, trouvera sa place.
Merci pour ce commentaire sur les opportunités, cher Elie. J'ai une question particulière en cette ambiance. Il y a quelques années que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ainsi que leur gouvernement ont quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et maintenant, nous avons la Confédération des États du Sahel. Comment évalues-tu les conséquences à moyen terme de cette scission, en particulier sur les plans économiques et possiblement aussi politiques Oui. en Afrique de l'Ouest? Est-ce que ça, c'est un très grand, est-ce que ça a un impact très important ou Mhm. pas? En fait, pour moi, la création de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, enfin, pour moi, c'est une opportunité qui permet de redynamiser même la CEDEAO, parce que la CEDEAO avait ses propres problèmes, ses propres contradictions internes. Quand on prend, par exemple, le protocole de 2001 sur la gouvernance, le protocole interdit clairement les troisième mandats, les quatrième mandats. Donc, on a vu une sorte de politique deux poids, deux mesures au sein de la CEDEAO avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, finalement, la CEDEAO, telle qu'elle était un peu malade, quoi. Elle était un peu grippée. Ok. Le fait que quelques États soient sortis de la CEDEAO, cela a permis aux autorités de la CEDEAO de faire des réunions et de se remettre un peu en question. Donc, on peut espérer que dans les années qui viennent, les régimes, en fait, au Mali aussi vont se consolider, soit à travers les élections, soit en tout cas à travers une certaine évolution du dialogue politique interne au pays, et pouvoir discuter sérieusement avec la CEDEAO sur comment réformer donc la CEDEAO pour avoir un ensemble régional beaucoup plus robuste et qui peut faire face aux défis du moment. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan économique, il n'y a pas d'inquiétude en tant que telle, parce que le Mali est membre de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, donc c'est 8 pays. Et parmi ces 8 pays, il y a quand même le Sénégal, la Côte d'Ivoire, donc qui sont un peu les puissances régionales dans ce secteur-là. Et il y a de très bons rapports entre les pays de l'UEMOA, donc qui sont aussi par ailleurs les pays de la CEDEAO. Ça veut dire que sur le plan économique, le fait que le Mali, le Burkina, le Niger aient créé leur confédération, ça n'a pas un impact économique négatif, parce que ils ont fait des accords avec la CEDEAO pour garder les mêmes facilités douanières, les mêmes opportunités économiques, comme si les trois pays étaient membres de la CEDEAO. Simplement que sur le plan sécuritaire, ces trois pays, le Niger, Mali, Burkina, sont confrontés à des réalités de terrorisme, donc vont mutualiser un peu les moyens aériens, militaires, pour pouvoir faire face à la même menace. Et ça peut aider aussi, pour moi, ça renforce justement la stabilité au sein de la CEDEAO, et des discussions continuent. Le mardi 28 juillet, le président sénégalais Diomaye Faye donc a effectué un séjour au Mali, donc tout ça pour continuer sur les échanges avec la CEDEAO, pour voir comment, même si les États sont sortis, comment les États peuvent revenir plus tard, et puis comment on peut faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens, qui est une réalité depuis 1975, à travers le protocole donc la CEDEAO, puisse continuer. Et là, on sait que l'essentiel de la migration dans l'espace CEDEAO concerne aussi les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens et autres, Burkinabés. Donc, aucun État, même si nous sommes sortis de la CEDEAO, ne prendra la décision de dire d'imposer par exemple les visas. Personne ne peut le faire, parce que si tu fais politiquement, ça peut avoir un impact négatif sur soi, les populations. Il y a une intégration des populations qui est antérieure à l'intégration politique et économique. Donc, de ce point de vue, moi, Pour nos je auditeurs, pense que... pardon, Elie, pour nos auditeurs, tout simplement une petite explication. Il faut savoir aussi que il y a des grandes diasporas, par exemple une diaspora malienne au Absolument. Sénégal et aussi en Côte d'Ivoire. Donc ce que tu dis là, Oui, c'est aussi lié à ça. Donc oui, comme tu as dit, politiquement, socialement, économiquement, c'est clair. ce serait pratiquement impossible d'imposer Ben oui. des visas. C'est clair, les Maliens, effectivement, c'est bien de le préciser, les Maliens à l'étranger sont estimés à 5 millions de Maliens à l'étranger. Sur les 5 millions, au moins 4 millions vivent en Afrique. Et sur les 4 millions, il y a pratiquement 3 millions et demi qui vivent au sein de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire, elle seule, c'est pratiquement 1,5 à 2 millions de Maliens.
Donc, comme c'est un pays frontalier, donc et Bien c'est sûr. quand même une immigration qui date de la période même coloniale. Donc, il y a des brassages humains en termes de mariage, un continuum donc humain, un continuum géographique, qui fait que, bon, pour moi, honnêtement, la CEDEAO ne fera que se renforcer avec la crise actuelle, parce que les défis auxquels les trois pays sont confrontés, le Niger, le Mali, le Burkina, en termes de terrorisme, en termes de manque de perspective pour la jeunesse, ce sont les mêmes défis au sein des autres États de la CEDEAO. Donc, ayant les mêmes défis, avec une population qui est déjà intégrée, les instruments politiques ne feront que renforcer ce dynamisme, simplement avec la bonne foi des différentes autorités. Si vous me permettez, si nous pensons petit peu à la perspective géopolitique, et spécialement vue de l'Europe, on a observé récemment les gouvernements maliens et d'autres gouvernements de l'Afrique de l'Ouest aussi ont une certaine histoire maintenant de déclaration et de vote dans les Nations Unies, dans d'autres forums internationaux, que l'on pourrait qualifier plus proche de la Russie, des autres potences mondiales que à la même que l'Europe. Ce comportement va-t-il désormais devenir la norme pour les futurs gouvernements, tu penses? Ou est-il donc profondément ancré, ou il s'agit plutôt d'un phénomène conjoncturel lié à la situation du moment, et tu pourrais expliquer quelles sont les raisons pour ce positionnement du Mali et d'autres pays de la région à nos auditeurs? Oui, en fait, d'abord un élément de contexte qui permet aux gens de mieux comprendre. Si vous prenez le cas du Mali, le Mali donc, a accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Et le Mali avait un régime socialiste de 1960 à 1968. Et Beaucoup de donc gens ont oublié ça d'ailleurs. Voilà. Qu'il y a une histoire derrière tout ça. Exactement. Et donc la Chine et la Russie sont deux puissances présentes au Mali depuis 1960, et les deux pays n'ont jamais quitté le Mali. Le partenariat n'a jamais été rompu. Ça, c'est déjà un élément historique important. Donc, l'ambassade de la Chine au Mali, l'ambassade de la Russie au Mali, c'est 1960. Et les rapports n'ont fait que continuer en fait à s'améliorer. Il n'y a jamais eu de rupture diplomatique entre les deux, jamais. De rappel d'ambassadeurs, même pas d'explications, etc. Et si vous prenez sur le plan militaire, l'armée malienne a toujours eu des avions de fabrication russe, des armes, des Kalachnikov, des munitions, et d'ailleurs beaucoup de cadres maliens, y compris au sein du gouvernement actuel ou dans le gouvernement passé, même l'ancien Premier ministre, ont été formés en Russie dans les années 1960. Donc, que ce soit les militaires ou des civils de façon générale. Donc ça, c'est vraiment important que les gens se rappellent de cet élément. Ensuite arrive le contexte actuel. Là aussi, les gens oublient. Le Mali, en 2012, donc, était confronté, le terrorisme commence, les régions du Nord tombent. Donc la CEDEAO vient au secours du Mali. Le Mali, le président de la transition fait appel à la France qui vient, et puis Serval, et puis finalement les Nations Unies. Donc tout le monde vient, l'Union européenne vient aider le Mali. En 2012, la crise était circonscrite dans les régions du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal. Alors, tout le monde arrive. 2017 même, on met en place le G5 Sahel qui réunit le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad, le Burkina et la Mauritanie et le Mali, donc les 5 pays. Ensuite, on avait la MINUSMA, 14 000 personnes. Et puis, on avait l'armée malienne. Malgré, donc, pour nos auditeurs, la MINUSMA, c'était la mission des Nations Unies au Mali. Voilà. Et essentiellement comme tu as dit, essentiellement pour fixer en fait le problème qu'on croyait était uniquement un problème au nord du Mali. Exactement. Donc la MINUSMA est venue effectivement pour stabiliser le Mali, parce que c'était une mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Donc ça, c'était 2012. Tout le monde arrive, mais plus des acteurs étrangers se multiplient au Mali, donc Barkhane, Serval, G5 Sahel, plus la crise se glisse vers le centre du Mali, donc Ségou et Mopti. Puis le Sahel occidental, la frontière avec la Mauritanie, 2400 km. Puis Bamako a été frappé en 2015, 2016, 2019. Ensuite, déjà 2018-2019, la zone du sud de Sikasso, Fakola, Misseni, Kolodjeba ont fait l'objet d'attaques. Donc c'est pour dire qu'en fait, les autres sont venus nous aider, mais ça n'a pas empêché l'extension du champ du terrorisme.
Et les Maliens ont commencé à se poser des questions. Mais à quoi servent toutes ces forces étrangères qui sont venues nous aider? Donc les gens ont commencé à dire, ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour rester pour leurs propres affaires. Le Nord n'est pas stabilisé, encore moins le reste du Mali qui n'était pas concerné par les dynamiques aujourd'hui. Donc finalement, les gens ont dit, OK, on ne veut plus des Nations Unies au Mali. Donc on a commencé à remercier tout le monde. Donc on a commencé à avoir des discours anti-France, enfin en tout cas anti-politique française, anti-politique onisienne, etc. Donc pour demander le départ. Donc ça, c'était un élément contextuel important. L'autre élément, pourquoi on se tourne vers la Russie aussi, c'est que 2012, vous savez, il y a eu un coup d'État au Mali. Amadou Aya Sanogo a renversé Amadou Toumani Touré. Et à l'époque, Amadou Toumani Touré avait acheté des armes qui étaient arrivées au port de la Guinée. Une fois qu'il y a eu le coup d'État, la CEDEAO a instruit à la Guinée de ne pas livrer les armes au Mali. Parce qu'en disant que, si on livrait les armes au Mali, les putschistes donc, de 2012 allaient utiliser les armes contre les populations. Donc les armes sont restées bloquées. Bon, pareil, on avait acheté aussi un avion avec l'Espagne, et puis il y avait une pièce de Boeing, et puis les Américains avaient mis le veto, donc l'avion Kazan n'avait jamais été livré. Donc les autorités de la transition, lorsqu'il y a eu les événements du 18 août 2020, ont commencé à se dire, OK, le partenaire traditionnel sur le plan sécuritaire n'ont pas pu stabiliser le Mali. Il faut se tourner vers d'autres partenaires. Et comme quand il y a eu le coup d'État, il y a eu l'embargo sur le Mali, donc tout le monde a rompu ses relations, en tout cas, tout le monde a condamné les coups d'État. Et la situation, donc, n'était pas favorable aux autorités. Donc, les autorités, finalement, se sont tournées vers la Russie en se disant, OK, la Russie est un des pays membres du Conseil de sécurité. On a vu en Centrafrique, il y avait un embargo sur les armes, mais la Russie a continué à livrer les armes à la Centrafrique. Et donc, si nous aussi, on augmente notre partenariat avec la Russie et qu'on commandait des armes avec la Russie, ce qui est sûr, il n'y avait aucun pays à travers le monde qui pouvait empêcher la Russie de les livrer. Donc, comme en 2012, on nous a empêchés de les avoir, cette fois-ci, on pouvait les avoir. Donc, le contrat a été conclu et puis la Russie a livré les armes, même si les autres pays n'étaient pas contents. Et donc, cela a permis, non seulement les armes sont venues, il y a eu un contrat aussi pour qu'il y ait des instructeurs russes. Bon, donc le Mali les appelle ses partenaires russes, que d'autres qualifient de Wagner, puis d'Africa Corps maintenant. Mais quoi qu'il en soit, la Russie donc a livré le matériel et puis a amené des hommes qui ont combattu sur le terrain et qui ont combattu dans les airs avec les militaires maliens. Et comme le Mali avait une frustration énorme concernant la question de Kidal, son traitement par la France et les Nations Unies, le nouveau partenaire, donc la Russie, s'est engagé justement à reconquérir cette ville qui, du point de vue des Maliens, est une sorte d'or entre nos mains, ou même c'est une sorte de... Voilà, c'est une question d'honneur. C'est une ville symbolique. Et donc, je pense que quand la France était venue nous aider à l'époque, il y avait des enfants qui ont porté même le nom du lieutenant Damien qui est tombé à Konna. Il y avait des drapeaux français partout. François Hollande a été accueilli à grande pompe. Mais lorsque la France ne nous a pas accompagnés pour Kidal, il y a déjà eu la suspicion autour de sa duplicité. Et donc, la France a commencé à être décriée. Et donc, finalement, à travers ça, tous les partenaires européens, finalement. Mais donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, en fait. Mais si j'entends bien, tu ne penses pas que ce rapprochement à la Russie a des répercussions sur les relations économiques, n'est-ce pas? Tu as parlé du lithium et on sait qu'il y a aussi des partenaires occidentaux dans cette industrie, ainsi que de moi, perspective très, très loin, je pense que l'impact aux relations économiques n'est pas trop grand, mais je peux être... Oui, en fait, l'impact économique est là, mais d'une certaine manière. Je donne quand même des exemples, parce que le Mali il y avait une sorte d'interconnexion électrique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Et on sait que la société ivoirienne est une société essentiellement française. Et comme le Mali a des problèmes diplomatiques avec la France, même si les relations ne sont pas rompues, parce qu'il y a quand même un chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako, donc l'ambassade est toujours ouverte, mais le Mali a fait une déclaration comme quoi il ne veut rien de tout ce qui est financement des ONG, associations, fondations, donc tout ce qui vient de la France, le Mali ne veut pas.
Et donc, cela quand même est un impact important parce que cela a conduit à une sorte de crise énergétique. C'est pas la seule raison, mais ça a réduit les capacités donc, de la société d'énergie donc, du Mali. Et ça a conduit aussi à des fermetures d'usines où ça oblige les usines aussi à investir dans les groupes électrogènes ou dans le solaire, etc. Donc ça, c'est quand même un élément sur Mais le il plan... faut dire aussi que il y a parce que tu as mentionné l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire en matière d'électricité. Il faut quand même aussi se rappeler que le Mali est quand même un petit peu endetté vis-à-vis Oui, bien sûr. Oui, vis-à-vis de oui. la Côte Ça, c'est d'Ivoire, clair. parce qu'elle n'a pas réglé pendant longtemps des factures d'électricité. Tout à fait, Donc tout à ça, fait. donc c'est pas seulement un problème politique, c'est Oui. Non, seulement il y a les problèmes ça. politiques, bien entendu, il y a les problèmes financiers. C'est que, bon, si tu es endetté, il faut payer la dette. Et comme ça, tu continues, en fait, à produire. Et puis, bon, le fait que aussi, on a des problèmes avec la France, la plupart des pays aussi se disent que, bon, le Mali était une sorte de précaré de la France. Et donc, si la France quittait, bon, les autres aussi commencent aussi à fermer un peu le robinet. L'autre élément important, c'est la suspension de l'aide budgétaire. Vous savez que le budget d'État du Mali est déficitaire depuis 2006 et chaque Oui. année, si on vote le budget, il y a toujours entre 500 et 600 milliards que les partenaires bilatéraux et multilatéraux arrivaient à combler à travers l'aide budgétaire. Donc, depuis les événements, depuis le coup d'État du 18 août 2020, l'aide budgétaire est complètement suspendue. Donc, ce qui fait que il y a toujours un déficit dans les budgets d'État qui va aussi réduire les capacités de l'État à investir dans les infrastructures de santé, d'éducation, d'emploi, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que de façon générale, si vous prenez par exemple, malgré la situation au Mali, la Chine a repris les usines de lithium de Bougouni, bon, qui étaient entre les mains d'une société canadienne et américaine. Mais ça, c'est pas lié en tant que tel à la crise, c'est que les autorités de la transition ont relu le code minier pour augmenter la part de l'État, donc de 20. Avant, le Mali avait 20%, donc d'augmenter ça à 35%. Donc la société australienne ne voulait pas et finalement la Chine a accepté donc ce nouveau code minier et donc a racheté les parts donc, de la société australienne. Donc ça, c'est un seul élément, mais les nouveaux principes directeurs des autorités maliennes qui sont fixés dans la Constitution disent que, bon, si un pays, un investisseur respecte la souveraineté du Mali, respecte les choix souverains du Mali, ça veut dire que si le Mali veut être avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou la Corée du Sud ou l'Iran, que le partenaire ne se mêle pas de ça. Troisième élément, de respecter les choix souverains du peuple malien. Une fois qu'on respecte ces trois principes, n'importe qui peut investir. Maintenant, il ne faut pas se mêler de la politique au Mali pour dire faites les élections, ne faites pas les élections. Ça, ce n'est pas votre problème. Donc, vous voulez faire votre business dans le lithium ou dans l'hydrogène ou dans l'or, c'est possible. Mais voilà, donc il ne faut seulement pas se Mais mêler des questions hmm. politiques. Mais Mais il faut je quand pense même honnêtement, ouais. je Mais parce pense que tu l'as dit, honnêtement que la porte n'est pas du tout ouverte à l'Union européenne, ni même encore moins à la France. Pour le moment, il y a une question d'ego entre la France et le Mali. Mais il y a d'autres, sur le plan bilatéral, le Mali a de très bons rapports avec, par exemple, l'Allemagne, avec l'Espagne, avec les États-Unis, avec tous les autres pays. Et même, comme j'ai dit, même avec la France, l'ambassade n'est pas fermée. Il y a un chargé d'affaires et puis des conseillers qui sont là, qui continuent à travailler, contrairement, par exemple, au Burkina, où il y a une rupture nette des relations diplomatiques et consulaires. Donc, le Mali n'a pas atteint ce niveau. Et jusqu'à une période récente aussi, il y avait quand même une coopération des services de renseignement français et maliens qui continuait malgré la situation politique difficile, quoi. Donc, c'est pour dire que, pour moi, les autorités maliennes savent que tout ce qui est militaire, oui, la Russie peut les aider. Maintenant que tout ce qui est question de développement, question économique, ça va être les pays européens individuellement ou collectivement. Et l'Union européenne a toujours son ambassadeur au Mali. Il n'y a pas eu de problème particulier avec la Commission de l'Union européenne, donc la délégation de l'Union européenne au Mali. C'est pour dire que les pays restent ouverts au partenariat. Et on commence même à avoir des rapports meilleurs avec la Côte d'Ivoire, par exemple, pour pouvoir résoudre la crise de carburant.
Donc, il y a une délégation des autorités maliennes qui est assez fréquente en Côte d'Ivoire pour discuter justement des questions de ravitaillement, des questions de l'accès au port, des choses comme ça. Donc, les autorités restent ouvertes, hein. Le seul blocage de certains pays européens, c'est peut-être les questions d'élection au Mali, quoi. Et puis les Hmm. questions peut-être des droits de l'homme, etc. Mais aussi, parce que tu l'avais mentionné tout à l'heure, brièvement, je crois que le problème principal de la situation actuelle au Mali, mais aussi au Burkina Faso, au Niger et c'est, que, disons, le positionnement politique des gouvernements, dans la région, Mhm. hem, heu, ça effraie un petit peu les investisseurs. C'est ça, en tout cas des Je comprends. investisseurs, occidentaux. Et ça c'est un petit peu, je crois, le problème majeur économique, qui est lié à ça. Indépendamment, de la question politique que tu as décrit, hein, les tensions, avec la France et cetera. Mais, c'est ça un petit peu, de mon point de vue, un petit peu le problème, pas seulement pour le Mali et le Burkina Faso, par exemple, mais aussi dans d'autres pays sur le continent africain. Malheureusement, il y a parfois des événements politiques et qui ont des conséquences économique, parce que ça donne tout simplement pas la confiance à un investisseur de s'intéresser aux opportunités, qui sont là sur le continent. Donc c'est pour ça, mais ça, c'est une bonne question pour notre dernière partie là, parce qu'on voulait, comme tu es sociologue, encore un petit peu parler de les sociétés africaines. Donc il n'y a pas une société africaine, il y a des sociétés multiples. C'est un grand continent, et même, tu as dit, même au sein d'un pays comme le Mali, il y a, et c'est très, très complexe. Mais selon toi, pour quelqu'un qui s'intéresse au continent, qui s'intéresse au Mali par exemple, quels sont les aspects sociaux où tu dirais qu'ils doivent prendre en compte quand ils s'intéressent, économiquement, pour investir ou pour un business, pour vendre quelque chose avec, un pays, par exemple, comme le Mali? Donc en fait, les facteurs socio-économiques et sociaux surtout. Mhm. Bon, en fait, disons que c'est vrai que l'Afrique se caractérise par la diversité de ses populations et même de ses aires culturelles, aussi une diversité géographique qu'on peut voir même à l'intérieur des pays, quoi, comme le Mali, on l'a dit, entre le Sahel, le Sahara, etc. Donc le Sud, c'est quand même des espaces géographiques très, très variés. Mais le point commun, ça va être peut-être la jeunesse. La jeunesse est une jeunesse très, très ouverte sur le monde, qui est très branchée aux médias occidentaux. Donc, il y a les mêmes rêves finalement que les jeunes Européens. Donc, tous les besoins des jeunes Européens, en fait, on les retrouve aussi chez les jeunes, qui soient maliens, burkinabés, en fait, africains de façon générale. Ce sont les mêmes ambitions en termes de mobilité à l'intérieur du continent, mais aussi entre le continent et ailleurs. Ce sont les mêmes ambitions en termes de formation, en termes d'usage donc des technologies, en termes de quête d'opportunités. Pour moi, ça, c'est quand même un élément important. Et cette jeunesse, elle est moins conservatrice que, par exemple, nos parents. Donc, elle est très plus ouverte au changement, à la modernité. Et donc, du coup, tous les secteurs dans lesquels il y a des opportunités en fait en Europe peuvent aussi bien marcher, peuvent marcher ici, que ce soit dans le domaine de la restauration, dans le domaine donc des télécoms, dans le domaine du transport, dans le domaine des infrastructures de toutes sortes. Après, ceci dit, il y a, si vous prenez en tout cas les pays francophones, que ce soit le Sénégal, le Mali, le Niger et autres, sur le plan culturel, sont très attachés par exemple à l'islam, mais l'islam modéré. Et donc il y a des pratiques qui difficilement vont passer lorsqu'on les voit. Par exemple, je donne l'exemple de l'homosexualité, par exemple. Quand on voit au Sénégal, même il y a une opposition entre, on dit, le président sénégalais et son ancien premier ministre sur la question donc du traitement de l'homosexualité, même au Cameroun. Donc, ça, ces questions-là, difficilement, des questions qui touchent à la famille, peuvent être confrontées à des sensibilités, notamment
de la Oumma islamique, enfin des religieux. Donc, il y aura une forte opposition donc, à certaines pratiques, peut-être Mais vestimentaires. c'est aussi quelque chose, Mhm. simplement parce que je pense là à l'Ouganda, par exemple, Voilà. qui est majoritairement chrétien Mhm. et où il y a le même débat à propos Voilà, comment c'est on ça. va, quelle est Oui, la position vis-à-vis de exactement. C'est une l'homosexualité, question etc. de, Donc ça, c'est peut-être même c'est une quelque chose question de valeur, qu'on quoi. trouve un petit peu partout Voilà. Donc, sur le c'est une question de continent. valeur. Mais ceci dit, bon, au Mali, il y a des femmes lesbiennes, il y a des hommes homosexuels, hein, mais les gens le font Oui, en fait en cachette. Ça, on retrouve un peu dans tous les pays. Mais si, par exemple, un pays va conditionner son aide bilatérale ou son soutien économique à la promotion de l'homosexualité, c'est sûr que ça passera pas. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est déjà un premier élément qu'on va trouver dans la plupart des pays africains. L'autre chose, c'est que la jeunesse ou même les pays de façon générale ne sont plus ouverts à l'exclusivité du partenariat. C'est-à-dire que dire, bon, la France, c'est mon ancien partenaire, c'est seulement avec la France qu'on va faire, ça ne marchera pas non plus. C'est-à-dire que les gens vont travailler avec la Chine, avec l'Iran, avec la Corée du Nord s'il le faut. Donc, c'est une jeunesse décomplexée qui est au pouvoir, et même pas ceux qui sont au pouvoir, même si on fait les élections, sur ce plan-là, ça ne va pas changer grand-chose. Les gens préfèrent avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, et comme ça, la concurrence crée des opportunités. Ça, c'est des aspects importants. Et l'autre blocage, ça peut être aussi des politiques de restriction de la natalité. Par exemple, si on commence, c'est pour ça que les politiques de planification familiale et autres ont du mal à marcher. Parce que, bon, si vous prenez le Niger, c'est pratiquement 7 enfants par femme. Donc, c'est le taux de natalité le plus élevé dans l'espace CEDEAO. Au Burkina, c'est aussi 5% par femme. Donc, c'est-à-dire que les gens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, considèrent que l'enfant est une bénédiction. Et donc, toute politique étrangère ou d'investissement qui va aller dans le sens de limiter la natalité va être confrontée aussi à des résistances, à la fois sociales, éventuellement. Bon, les politiques vont toujours signer les accords pour avoir l'argent, mais les campagnes de sensibilisation ne vont pas changer grand-chose. Et bon, dans ces cas-là, ça pose la question du dividende démographique, mais ce sont des aspects socio-culturels sur lesquels les gens ne vont pas être très flexibles, quoi. Mais sinon, pour tout le reste, tout est mais comme chez vous, en fait. tu l'as bien dit, et ça, j'ai vécu et je vois ça jusqu'à aujourd'hui. L'attitude, notamment de la jeunesse, comme tu l'as dit, vis-à-vis des partenariats avec bon, des pays à l'extérieur de l'Afrique, ils sont très décomplexés. Que ce soit, je me souviens encore un entrepreneur en Guinée m'avait déjà dit ça très clairement. Lui, il travaille avec tout le monde. Tout le monde est bien, tout le monde est le bienvenu. C'est ça? Mais en contrepartie, nous, on se laisse pas dire par quelqu'un avec qui on veut ou on peut pas travailler. Travailler, Donc ça, exactement. c'était un petit peu le message C'est qu'il a ça. transmis. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant. Ili, comme on doit maintenant arriver à la fin de notre épisode pour aujourd'hui, on donne toujours la possibilité à nos invités d'avoir le dernier mot, donc pratiquement de répondre à une question qui Presque se... le dernier mot. donc, est-ce que est-ce que tu as un sujet, un thème dont tu veux brièvement encore parler, qu'on n'a pas encore mentionné, et un thème que tu crois que c'est très important à savoir, ou tu as un message à nos auditeurs. Donc voilà, tu as Alors, la merci bien. parole. Moi, j'hésite en fait sur la question de la formation professionnelle et la question de la migration. Bon, les deux, on peut les lier. C'est-à-dire que dans nos pays africains, les formations restent assez classiques, quoi. Donc, on va au lycée, ensuite à l'université. Et puis finalement, les universités sont devenues ce que j'appelle des fabriques de chômeurs. Or, dans nos pays, tout reste à faire dans tous les domaines. Si je prends par exemple le cas de Mali, on a des besoins en fait en termes de main-d'œuvre qualifiée, mais ce sont les Sénégalais, les Béninois, les Togolais et autres qui arrivent à pourvoir des emplois dans des secteurs dans lesquels les Maliens ne sont pas qualifiés. Par exemple, les métiers de construction, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est électricité, tout ce qui est bâtiment de façon générale. Si on prend les couturiers, ils vont être sénégalais, donc ainsi de suite.
Et ça, aussi et l'hôtellerie, l'hôtellerie aussi, c'est des tu as beaucoup étrangers, de des Ivoiriens ou des des Togolais. Togolais, oui. Voilà. Et donc, pour moi, il y a besoin pour l'Afrique, en réalité, d'investir beaucoup donc, dans la formation professionnelle. Parce que pour moi, je reste convaincu que ce sont les métiers qui nourrissent les gens. Donc, si les gens sont qualifiés en plomberie, en mécanique, en électricité, bon, enfin, différents secteurs, par exemple, les mines, quand on prend les mines, par exemple, le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, mais ce sont les cadres sont plutôt des étrangers, des Ivoiriens, des Ghanéens, etc. Les cadres maliens dans les mines sont très peu. Il y a que beaucoup d'ouvriers sont des Maliens. Donc, là, il y a vraiment des besoins en termes de formation dans tous les secteurs. Agriculture, élevage, hôtellerie, pêche, mines, lithium, par exemple, on est en train de produire le lithium. Demain, si on doit faire des batteries lithium au Mali, bon, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée non plus. Donc, c'est vrai que ça, c'est un secteur important. Si on arrive à le faire, donc ça peut donner des perspectives aux jeunes, ça peut les pousser en fait à rester au Mali. Donc, ça peut fixer les jeunes et ça va réduire peut-être les flux migratoires, quoi, parce que les gens vont ailleurs Et pour ça chercher peut des meilleures attirer même opportunités. plus d'investisseurs parce que Plus s'il y d'investissement a, parce s'il y que a main-d'œuvre pour, qualifiés, oui. Comme on a vu par exemple au Maroc et voilà. tout ça, les entreprises viennent faire des usines de montage et tout, ou en Éthiopie, parce qu'il y a une main-d'œuvre locale qualifiée. Donc, ça, pour moi, la formation professionnelle est un élément important. Il y a eu des efforts, mais sont insuffisants quand on voit le taux de taux des jeunes. Merci beaucoup, Elie. Merci. Vraiment, c'est très, très intéressant. Donc, merci pour toutes ces informations, pour ton point de vue. On a fait vraiment un tour d'horizon là. Tout à Je fait. crois qu'on a traité beaucoup de sujets. Oui. Et encore une fois, merci beaucoup à toi, Elie, que tu as pris ton temps aujourd'hui de discuter avec nous et de nous donner des informations en direct de Bamako et ton point de vue. Georg, Bon, merci beaucoup. C'était une conversation très enrichissante. Très bien. Merci beaucoup, cher Merci Elie. bien. À bientôt. bon, si cet épisode vous a plu et que les sujets abordés vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous vous serions également reconnaissants, bien sûr, de recommander notre podcast à vos amis. Et vous trouverez aussi toujours plus d'informations dans les notes de l'émission, donc dans les show notes, comme on dit. Et notre podcast On the Ground, géopolitique et business, est disponible sur toutes les plateformes principales de podcast et bien sûr aussi sur YouTube. Exactement. D'autres épisodes seront bientôt disponibles en ligne aussi. Un autre épisode en français sera également disponible très prochainement. Nous reprendrons ensuite les entretiens avec nos invités en allemand et en anglais. Un nouvel épisode est généralement disponible chaque mois, mais nous sommes à ce moment actuellement encore un peu plus rapides. Et parce que notre invité Elie Dikoa finit par la formation professionnelle, je peux déjà annoncer que un podcast en français qui va suivre traitera justement pas seulement cette question, mais aussi la question de la formation professionnelle et des emplois qualifiés, parce qu'on discutera avec un invité qui a une vaste expérience dans l'hôtellerie et la restauration en Afrique, mais aussi sur le continent américain. Merci beaucoup Merci. Merci beaucoup. et à bientôt.